L'histoire n'est jamais neutre, mais il y a un moment dans l'Europe du XXe siècle où elle a été littéralement falsifiée. Un moment où la science fut enrôlée au service de l'idéologie, où l'archéologie devint une arme. Cette période, c'est celle du Troisième Reich. Et découvrons ensemble comment les nazis ont utilisé le passé pour justifier l'horreur du présent. Dès l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, le national-socialisme entame une profonde transformation du paysage intellectuel allemand. La mise au pas impose un contrôle idéologique sur l'ensemble des institutions culturelles, éducatives et scientifiques. L'archéologie, science du passé par excellence, ne fait pas exception. Au contraire, elle devient rapidement un vecteur de la légitimation historique pour les thèses raciales et expansionnisme du régime. L'histoire cesse d'être un domaine d'interrogation pour devenir une machine à produire du mythe. C'est ce que nous dit Laurent Olivier, historien, dans son livre Nos ancêtres les Germains. L'État nazi saisit très bientôt le potentiel de l'archéologie pour fabriquer une mémoire collective qui servirait ses ambitions géopolitiques. À travers elle, il s'agit de faire croire que le territoire du futur Reich correspond à un espace historiquement peuplé par une population aryenne originelle, fondatrice de la civilisation européenne. Dès 1935, Himmler, chef de la SS, fonde l'ANNERB, héritage des ancêtres, un institut voué à l'étude de la préhistoire germanique dont les buts sont ouvertement politiques. Cet institut ne se contente pas de soutenir des recherches, elle oriente le sujet d'étude, contrôle des interprétations et instrumentalise les résultats dans des campagnes de propagande. En parallèle, la Fédération du Reich pour la préhistoire allemande centralise les activités archéologiques en les alignant sur les objectifs idéologiques du NSDAP. Elle veille à écarter les chercheurs non conformes, en particulier juifs ou politiques dissidents, et à promouvoir ceux qui adhèrent à la vision racialisée du pays. L'archéologie devient un outil d'ingénierie mémorielle, le scientifique est sommé de prouver une histoire déjà écrite par le pouvoir. Un fait souvent souligné par les chercheurs contemporains, l'enthousiasme avec lequel une grande partie de la communauté archéologique allemande se rallie au régime nazi. On estime qu'en 1939, près de 90% des archéologues professionnels allemands sont membres du NSDAP, ou d'organisations affiliées comme la SS ou le SA. Il ne s'agit pas seulement de peur ou d'opportunisme, beaucoup voient dans le nazisme une opportunité inédite d'obtenir des financements, une reconnaissance et un accès à des terrains de fouilles prestigieux, y compris à l'étranger dans les territoires occupés. Cette proximité va jusqu'à influencer la méthode scientifique elle-même. Les critères classiques d'analyse, datation, typologie, stratigraphie, sont remplacés ou faussés au profit d'interprétations ethno-raciales, parfois sans fondement matériel. Un vase devient germanique s'il s'intègre dans la thèse idéologique du chercheur, même si son origine est incertaine ou multiple. L'enjeu dépasse la recherche académique. L'archéologie nazie vise à imprimer un récit historique dans l'imaginaire collectif. Elle est mobilisée dans l'enseignement, la propagande, les expositions, les documentaires, les manuels scolaires. On montre des reconstitutions de tombes aryanes, des objets dits proto-germaniques pour inculquer aux enfants la supériorité de leur lignée. Par exemple, lors de la grande exposition de Munich de 1937, des vitrines entières sont dédiées aux preuves de la grandeur du passé germanique. Ces objets, pourtant archéologiquement discutables ou décontextualisés, deviennent les symboles d'un peuple conquérant pur, prédestiné à la domination. Ce n'est pas seulement l'histoire que les nazis falsifient, c'est le regard même qu'une société porte sur son passé. C'est une citation de Manon Meyer-Hilfiger, National Geographic 2021. Enfin, ce monde total de la recherche historique sous le Troisième Reich offre un précédent inquiétant. Il montre combien la science peut être pervertie lorsqu'elle cesse d'être indépendante. D'autres régimes autoritaires, de Staline à Mussolini jusqu'au nationalisme contemporain, s'en inspireront. Ainsi, l'expérience nazie souligne avec force une vérité fondamentale. L'histoire, tout comme science humaine, n'est jamais totalement neutre, mais lorsqu'elle est prise en otage par le politique, elle peut devenir une arme. Mais alors, pourquoi peut-on évoquer le terme de falsification méthodique du passé ? Pour cela, il faut comprendre l'idéologie qui réécrit l'histoire dans le mythe fondateur germanique. Dans l'imaginaire nazi, la race aryenne n'est pas seulement biologiquement supérieure, elle l'est aussi historiquement. Il faut donc construire un récit des origines glorieux et anciens, enraciné dans une antiquité fantasmée. Ce récit se nourrit d'une lecture racialiste de la préhistoire et de l'histoire proto-historique européenne, où chaque objet, site ou culture archéologique est interprété à travers le prisme ethnique, ceci est germanique,
cela est non germanique et donc inférieur. L'objectif n'est pas de comprendre le passé, mais de démontrer qu'il a toujours justifié l'ordre présent. L'histoire devient une prophétie rétroactive. L'archéologie nazie rejette ainsi les théories diffusionnistes ou les approches culturelles complexes. Les interactions, métissage, migration croisée sont niées ou minimisées. À leur place, on impose un modèle ethno-national exclusif. Chaque culture matérielle est censée correspondre à une race stable et éternelle. Cette volonté de trouver des preuves de la suprématie aryenne conduit à des interprétations volontairement biaisées des découvertes archéologiques. Un exemple frappant est celui de la culture des champs d'urnes. Datant de la fin de l'âge du bronze, ces champs funéraires sont présents sur une large bande allant de la Hongrie actuelle à l'est de la France. Les archéologues nazis y voient la preuve d'une grande migration germanique vers l'ouest, justifiant l'appropriation des territoires concernés comme terre ancestrale du Reich. Pourtant, aucune preuve génétique, linguistique ou matérielle ne permet de rattacher avec certitude ces populations à une ethnie définie, encore moins à la race aryenne. Mais cela importe peu, ces interprétations sont relayées dans des publications officielles et dans des manuels scolaires. On fait parler les tombes comme un tribunal muet chargé de confirmer le verdict du pouvoir. L'un des principaux vecteurs de cette falsification, c'est la NERB, créée par Himmler en 1935. Cette organisation rassemble historiens, linguistes, archéologues, mais aussi astrologues, occultistes et folkloristes. Son objectif n'est pas tant scientifique que mystico-politique. Trouver des traces de la race aryenne partout dans le monde, y compris dans les endroits les plus improbables, Tibet, Islande, Amérique du Sud, et j'en passe. Parmi les expéditions les plus controversées, on peut citer les expéditions au Tibet pour retrouver les origines communes des Aryens et des Indo-Européens, des tentatives de rattacher les mégalithes bretons et irlandais à une civilisation nordique ancienne supposée précéder toutes les autres. Ces entreprises, souvent discréditées, même à l'époque par les milieux universitaires, bénéficient néanmoins d'un soutien massif de la SS, de fonds publics et d'un relais médiatique conséquent. Il ne s'agit plus de la science, c'est une mise en scène du savoir au service d'un mythe racial. Ce révisionnisme ne s'arrête pas à l'exaltation du germanique. Il repose aussi sur une entreprise de délégitimation ou d'effacement des autres peuples anciens perçus comme des concurrents idéologiques. Les Celtes, pourtant omniprésents dans l'histoire de l'Europe centrale et occidentale, sont relégués au rang de peuples secondaires, parfois même dégénérés. Les Romains, héritiers de la Méditerranée antique, sont suspectés d'avoir affaibli le génie germanique par leur raffinement décadent. Les Slaves sont caricaturés comme primitifs, sans culture propre, justifiant ainsi leur exploitation ou leur extermination. Les Juifs sont totalement effacés de l'histoire du continent ou réduits à des rôles parasites dans les récits archéologiques. Ainsi se met en place une géographie mentale de l'histoire, où seuls les ancêtres germaniques sont bâtisseurs, conquérants, civilisateurs. Plus grave encore que les fausses affirmations, ce sont parfois les omissions volontaires qui trahissent la manipulation. Des sites sont ignorés ou sciemment laissés à l'abandon s'ils contredisent la narration officielle. Des fouilles sont arrêtées, des publications censurées, des chercheurs contraints au silence. Il y a autant à lire dans les vides de la recherche nazie que dans ses productions. L'absence devient un symptôme. Le Troisième Reich n'a jamais fait mystère de son objectif d'expansion vers l'Est. Dans le cadre du projet idéologique Lebensraum Espace Vital, cette ambition impérialiste ne se fonde pas uniquement sur des arguments géopolitiques ou militaires, mais aussi et surtout sur une narration historique soigneusement fabriquée. Dans cette perspective, l'archéologie devient un instrument stratégique. Il s'agit de démontrer que les territoires combattus par l'Allemagne nazie, la Pologne, l'Ukraine, la Biélorussie, la Russie, ont été, dans un passé mythifié, habités par des peuples germaniques. L'objectif, naturaliser l'invasion, en la présentant comme un simple retour sur une terre ancestrale. La conquête devient restitution, l'occupant se pose en héritier et non en envahisseur. Dès 1939, après l'invasion de la Pologne, les équipes scientifiques sont envoyées sur place pour documenter la présence ancienne des ancêtres aryens. Plusieurs actions sont mises en œuvre. Fouilles ciblées dans les régions de Silésie, de Poméranie et des Carpates, censées prouver l'ancienneté germanique, expropriation de collections archéologiques polonaises et juives dans les musées afin de les réinterpréter selon une grille ethno-raciale, construction d'expositions à Berlin pour mettre en scène les trouvailles comme autant de preuves de la germanité de ces territoires. Certaines fouilles sont purement inventées,
ou truquées pour faire coïncider les objets trouvés avec les thèses du régime. Dans d'autres cas, les sites sont datés de manière frauduleuse ou leur contexte volontairement altéré. Il ne s'agissait pas de chercher ce que l'on ne savait pas, mais de découvrir ce que l'on croyait déjà. La manipulation historique ne se limite pas à l'Est lors de l'annexion de l'Autriche en 1938, de la Bohême-Moravie en 1939 ou de l'Alsace-Moselle. Des recherches archéologiques sont systématiquement organisées pour inscrire ces régions dans une continuité germanique. On ne colonise pas seulement des terres, mais des mémoires. L'archéologie nazie n'est pas seulement tournée vers l'Allemagne, elle est aussi exportée comme outil de propagande dans les pays occupés. Des brochures, des expositions itinérantes, des reconstitutions sont organisées pour convaincre les populations locales qu'elles partagent une origine germanique. Mais alors, vous me direz, quel est le but ? Susciter la collaboration ou du moins désamorcer les résistances culturelles. Par exemple, en France occupée, notamment en Moselle ou en Alsace, on retrouve une véritable mise en scène archéologique visant à démontrer la germanité historique des régions. On exhume des vestiges mérovingiens interprétés dans une perspective strictement germanisante. L'histoire devient un outil de domestication. L'ennemi d'hier est retransformé en frère de sang pour mieux légitimer l'occupation. Ce que révèle cette politique archéologique, c'est que la conquête des territoires est aussi une conquête des récits. En réécrivant l'histoire des peuples et des régions, le régime nazi cherche à fabriquer une géographie raciale du passé, dans laquelle chaque pierre, chaque tumulus, chaque poterie devient une preuve de légitimité. L'archéologie, en ce sens, n'est pas qu'un instrument scientifique, elle devient une arme idéologique capable de redessiner les frontières, non pas sur les cartes, mais dans les imaginaires. Et il ne s'agit plus de comprendre le monde ancien, mais de le reconquérir à travers ses vestiges. Et c'est maintenant que la France occupée devient un terrain de propagande archéologique. Lorsque l'Allemagne nazie annexe de facto l'Alsace-Moselle en 1940, elle n'impose pas seulement son administration et sa langue. Elle lance une vaste entreprise de réécriture du passé local dans le but de prouver que ces territoires ont toujours appartenu au monde germanique. L'archéologie devient alors un instrument de légitimation territoriale. Les fouilles se multiplient dans les régions, tombes mérovingiennes, objets de l'âge du fer, vestiges gallo-romains sont réinterprétés pour servir un récit germanisant. L'objectif est double, prouver l'ancienneté de la présence germanique, effacer ou minimiser les éléments relevant d'une identité française ou latine. Ce n'est pas le sol qu'on conquiert, mais la mémoire qu'il contient. En fouillant la terre, les nazis prétendent en extraire la preuve de leur légitimité. L'administration culturelle allemande met en place des expositions locales, produit des brochures illustrées, organise des conférences à destination de la population pour diffuser cette lecture ethno-historique du territoire. L'histoire devient ici un outil de l'endoctrinement. Passons à un point plus sensible, les archéologues français, entre collaboration ambiguë et résistance. La présence allemande dans la recherche archéologique en France n'aurait pas été aussi efficace sans la complicité de certains archéologues français, séduits par le prestige scientifique, les ressources financières offertes par les autorités nazies ou gagnées à l'idéologie. Certains rejoignent des programmes communs franco-allemands, d'autres voient dans cette situation une occasion de faire progresser leur carrière ou de publier des travaux, jusque-là restés marginaux, grâce à la machine de la propagande du Reich. L'histoire est faite de silence, et certains silences pendant l'occupation furent bien commodes. Mais cette réalité n'est pas uniforme. D'autres chercheurs choisissent le repli, la résistance intellectuelle ou l'inaction prudente. Certains archéologues refusent de collaborer ou sabotent discrètement les recherches germaniques en livrant des analyses contradictoires. L'archéologie nazie en France ne vise pas uniquement la population locale, elle sert aussi à donner une image de légitimité historique au Reich sur la scène internationale. Par exemple, certaines découvertes archéologiques mises en scène à Paris ou en Moselle sont relayées dans des revues scientifiques allemandes, traduites en plusieurs langues, voire présentées à des diplomates étrangers. Le but est clair, montrer que l'Allemagne ne fait que restaurer un ordre ancien, fondé sur la science, la culture et le sang. En France occupée, l'archéologie a servi de cheval de Troie culturel à l'idéologie nazie. Derrière la prétention scientifique se cache un discours fondamentalement politique, racial et expansionniste. Ces fouilles ne visaient pas la connaissance, mais la légitimation. L'histoire, lorsqu'elle est falsifiée, n'est pas seulement une erreur de méthode. Elle devient une violence faite au passé, au présent et à ceux qui y vivent.
À la chute du Troisième Reich, la communauté scientifique allemande et en particulier les archéologues se retrouvent confrontés à un effondrement moral et méthodologique. Nombre d'entre eux ont activement participé à la mise en œuvre d'une archéologie idéologisée, racialisée, falsifiée. Contrairement à d'autres disciplines plus techniques, l'archéologie a été un maillon central de la propagande culturelle du régime nazi. La dénazification engagée après la guerre est très incomplète dans ce domaine. Beaucoup d'anciens membres de la NERB ou de la SS reconvertissent rapidement leur activité, certains continuent à enseigner ou publier, d'autres modifient à peine leur méthodologie poursuivant une vision culturaliste et ethnique du passé. Cette continuité pose un problème majeur. Comment reconstruire une discipline scientifique sur des bases saines quand ses fondements ont été dévoyés ? Le nazisme a été pour l'archéologie allemande un séisme moral, mais un séisme dont les décombres ont été longuement balayés sous le tapis. Durant les décennies qui suivent la guerre, la compromission des archéologues allemands est rarement évoquée. Le sujet est tabou dans les universités, l'historiographie allemande se reconstruit lentement, mais avec prudence, parfois au prix de l'oubli volontaire. Ce n'est qu'à partir des années 1980-90 qu'un réexamen critique commence réellement. De jeunes chercheurs allemands entreprennent d'analyser les archives, de publier des travaux sur la collusion entre archéologie et idéologie nazie. Ces recherches révèlent la falsification méthodique des données, la carrière post-nazie de nombreux chercheurs compromis et l'enracinement profond de certains schémas de pensée. Le silence a protégé bien des réputations, mais il a aussi empêché la discipline de se remettre en question. Face à cet héritage biaisé, de nombreux archéologues contemporains se sont engagés dans une démarche de critique épistémologique, réévaluer les concepts, reprendre les fouilles anciennes à la lumière des méthodes modernes. Cela passe par l'abandon du concept de race au profit de la diversité culturelle et des dynamiques de contact, la critique du modèle ethno-racial qui assimilait un peuple à un territoire stable et unique, l'adoption de techniques interdisciplinaires, génétique, géoarchéologie, anthropologie sociale. L'histoire ne peut pas se contenter de creuser la Terre, elle doit aussi creuser sa propre histoire. De nombreux musées, chercheurs et institutions organisent aujourd'hui des expositions ou des colloques pour affronter ce passé. En France, en Allemagne et en Autriche, cette archéologie de l'archéologie devient un champ à part entière. Ce que révèle le cas de l'archéologie sous le nazisme, c'est qu'aucune science n'est à l'abri de la perversion idéologique. Lorsqu'un régime autoritaire met la main sur les instruments du savoir, même les disciplines les plus rigoureuses peuvent devenir des vecteurs de propagande, des machines à fabriquer le faux. Le devoir de la recherche contemporaine est donc double, produire du savoir, mais aussi réfléchir sans cesse aux conditions de production de ce savoir. La neutralité scientifique est un mirage, ce qui importe, c'est l'éthique du chercheur. L'histoire de l'archéologie sous le Troisième Reich n'est pas simplement celle d'une science instrumentalisée. Elle est le témoignage glaçant de ce que devient le savoir lorsqu'il se plie au pouvoir, lorsqu'il cesse d'être un espace de questionnement pour devenir un instrument de justification. Ce que le nazisme a fait subir à l'archéologie ne fut pas un simple accident de l'histoire, c'était un projet délibéré, structuré, théorisé. Il s'agissait de refabriquer le passé pour modeler les esprits, naturaliser les conquêtes et justifier l'impensable. En ce sens, les archéologues de la période n'ont pas seulement trahi leur discipline, ils ont contribué à légitimer une idéologie de haine par la science. L'histoire n'est jamais innocente, elle dit toujours quelque chose du présent qu'il écrit. L'héritage de cette compromission est encore visible aujourd'hui dans les ruines méthodologiques qu'elle a laissées, dans les récits que certains continuent à manipuler, dans les récupérations contemporaines de ces mythes identitaires, dans les mouvements parfois extrêmes. Mais cette histoire, aussi sombre soit-elle, porte une leçon. Elle rappelle la nécessité absolue d'une science vigilante, capable de se remettre en cause constamment, d'interroger ses fondements et de résister aux séductions du pouvoir et aux récits faciles. Aujourd'hui, l'archéologie a su entamer ce travail de mémoire. Elle revisite ses propres certitudes, remet en cause ses biais anciens et se réinvente comme une science de contact, de mélange, de complexité, à rebours des visions racialistes du passé.